Bienvenue chers de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition. À l'approche de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis et du Rwanda en 1994. Les préparatifs vont bon train et certaines dispositions sont déjà prises par certaines institutions étatiques comme le ministère de la Santé, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique et j'en passe, les meilleurs. Et puis des experts dans le domaine de l'énergie renouvelable et en combustible propre non polluant déplorent le gap observé dans le partenariat entre le secteur privé et les institutions universitaires en matière de l'énergie renouvelable. Et puis, en dehors de nos frontières en Afrique du Sud, soupçonné de corruption, Mapisa Nkalula, cette figure emblématique du parti au pouvoir, a rendu sa démission ce mercredi à 2 mois des législatives en Afrique du Sud. Encore une fois de plus, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que le ministère de la Santé, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, mais également l'association de veuves suite au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Également, d'autres partenaires ont animé ce jeudi une conférence de presse pour faire un point notamment sur les préparatifs de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, comme nous relate notre confrère Kassim Youssouf. Plus des préparatifs de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Cette conférence de presse est en outre revenue sur la prise en charge des cas de traumatisme qui pourraient éventuellement surgir pendant la période de commémoration. Le directeur de l'unité en charge de la santé mentale au centre biomédical du Rwanda RBC, le docteur Gishoma Darius, a fait savoir qu'au fur et à mesure que les années passent, les cas de traumatisme en période de commémoration diminuent de plus en plus, notamment que depuis 2014, ils sont passés de plus de 4 000 à plus de 2 000 au cours des 3 dernières années. bivuze ko abantu iyo bitwaye neza bagakora ibikwiye bakegera. Cela signifie que si les gens se comportent comme il le faut et font ce qui convient en prenant en charge le patient, il peut récupérer en étant au site de commémoration. Nous exhortons donc les Rwandais à qui recevront notre message de prendre en charge le patient tant à domicile qu'au site de commémoration car cela peut lui permettre de récupérer. Il y a cependant une partie qui présente des symptômes qui ne disparaissent pas, notamment 300 cas qui ont été transférés au centre de santé. Il y a ceux qui ont été reçus sur des lignes téléphoniques qu'utilisent des partenaires ici présents pour prendre en charge des patients et il y a une autre partie, 136 cas critiques, qu'il a fallu transférer à l'hôpital général dont la prise en charge nécessite une longue durée. Le docteur Claudine Kanyamanza, en charge des activités de prévention contre le traumatisme au ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique, a quant à elle invité les Rwandais en général à ne pas tenir des discours ou accomplir des activités qui pourraient nuire aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis parce qu'elles pourraient les faire basculer encore une fois dans le traumatisme. La raison pour laquelle il est pénible quant aux blessures que les gens ont eues, c'est qu'ils vivaient sur une même colline. Les gens ayant la confiance mutuelle et des relations de parenté. Il y a un adage qui dit que c'est les voisins qui aident à éteindre l'incendie. Et l'éteindre, c'est en fait secourir, vivre en harmonie et être proche de l'autre. Notre pays met donc en avant la cohabitation pacifique, l'unité des Rwandais. Dans des moments comme celui-ci, s'il y a des gens qui peuvent penser à faire et à mettre en exécution de telles actions blessantes envers les rescapés du génocide, un tel plan est à combattre. Nous rappelons qu'il y a aussi des lois
et des sanctions, mais comme nous commençons par sensibiliser les gens, et c'est pour cette raison que nous saluons la contribution de partenaires. Ce n'est pas parce que le programme de cohabitation pacifique et de pansement des plaies n'est pas mis en œuvre pendant seulement la période de commémoration. Nous débutons bien avant pour qu'il y ait aussi la prévention pour que cela suit les trains du quotidien, même après cela. Le ministère de l'Unité des Rwandais et de l'engagement civique indique que 10 organisations non gouvernementales sont prêtes à apporter du soutien pendant la période de commémoration. Merci beaucoup à Kassim Youssouf, toujours dans la même logique, alors que le Rwanda se prépare pour la commémoration pour la 30e fois de suite le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Une conférence internationale sur le génocide va se tenir en date du 5 avril 2024. Et aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons reçu Jessica Mwiza, qui est activiste contre l'idéologie génocidaire et également membre de l'équipe organisatrice de cette conférence internationale. Elle commence par nous expliquer déjà l'importance de cette conférence et surtout le contexte dans lequel celle-ci est organisée à Kigali. Alors, ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est le message. Le message, c'est d'écouter de nouveau les personnes qui ont eu le courage d'agir, que ce soit dans l'immédiat, pendant le génocide, ou les années tout de suite après, lorsque c'était très difficile, lorsque c'était un combat immense. Donc nous voulons écouter ces voix-là pour prouver au monde que quand il y a un génocide qui se déroule, il n'y a pas de fatalisme. Il faut agir, il faut faire quelque chose et que ce n'est pas normal de se dire après coup, on ne pouvait rien faire, c'était un événement d'une telle ampleur, il n'y avait rien à faire. Il y avait des choses à faire, il y a des gens qui ont agi tout de suite ou tout de suite après. Et ce sont eux que nous voulons entendre et remercier. Vous parlez des personnes qui ont donc vécu le moment triste, mais également, doit-on dire que ce ne sera pas seulement une conférence pour et par ces personnes. Sûrement que d'autres participants venus de 4 coins du monde sont invités. Qui sont ces participants de manière, disons, leur profil? Leur profil, alors pour le premier panel de la conférence, ce seront des juristes, juristes et humanitaires, des personnes qui ont essayé de déclencher les premiers procès pour les génocidaires, mais qui ont aussi mis en avant les complicités qui ont permis le génocide. Donc nous avons des invités de Belgique, parce que ce sont eux qui ont fait les premiers procès du génocide. Ils pourront nous parler de leur expérience, de leur réussite, de leurs obstacles, de ce qu'ils regrettent aujourd'hui, de ce qu'ils continuent à faire. Nous avons aussi des profils de France, quand on sait qu'à la télévision française, M. Carbonard avait parlé du génocide et avait essayé de déclencher une action et n'avait malheureusement pas réussi à l'époque, mais l'association Survie sera représentée. Nous avons également des profils internationaux pour nous raconter les procès du tribunal pénal international au Rwanda, leur mise en place, leur challenge, leur réussite et aussi les problématiques qu'il y a eu à l'époque. Voilà. Également, dans le public, nous aurons des gens concernés pour poser des questions et aussi faire quelques interventions qui auront un lien direct avec les sujets. Voilà. Vous parlez de la Belgique, de la France. Justement, c'est des pays, d'une manière ou d'une autre, sont liés justement à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, que ce soit à l'époque coloniale, que ce soit également les relations et surtout le rapprochement entre le gouvernement ou les autorités françaises de l'époque et le gouvernement génocidaire, justement. Est-ce que, doit-on dire que le moment qui arrive, les deux pays concernés par rapport à l'histoire, le génocide perpétré contre les Tutsis, il est connu aujourd'hui, 30 ans après, c'est un moment qui est vécu avec une prise de conscience dans ces deux pays, déjà par la classe politique, mais également par la société.
Il y a une prise de conscience considérable 30 ans plus tard, 30 ans après les événements, mais il y a toujours des points de tension dans la société, parce que les voix négationnistes ne se sont pas tues, parce que les personnes anciennement en responsabilité en 1994 sont toujours là, sont toujours dans les plateaux télévisés, donc il y a toujours quelques difficultés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas que des invités internationaux à la conférence, il y a aussi des locaux, dont la personne qui était en charge des gachacha dans les années 2000 au Rwanda, Madame Domitilla, qui pourra nous présenter quels ont été les challenges et les réussites de cette Homegrown Solutions qui a vraiment aidé le pays à se relever pendant que les pays qui étaient complices critiquaient en fait le processus. Donc c'est vraiment deux axes que nous essayons de mettre en place pour la conférence. Le point de vue local, voire micro-local, pour les gachacha de certaines régions, mais aussi le point de vue international et comment les deux se complètent pour vraiment protéger l'histoire du génocide contre les Tutsis et lutter contre l'impunité. On va dire que vous n'allez pas, ou c'est aussi une conférence pour faire un état des lieux de ce qui a été fait sur le plan de la justice au niveau local et au niveau international, c'est ça ? Pas que de la justice, aussi de l'écriture. Non, justement parlant de la justice. Oui, c'est ça. On va essayer de faire un état des lieux, un point d'étape pour aussi penser le futur, parce que ce sujet-là de la justice n'est pas terminé. Il y a des fugitifs toujours en fuite en Afrique, en Europe, dans les quatre coins du monde. Il y a des procès qui doivent avoir lieu. Il y a des discussions qui doivent être menées dans les anciens pays qui ont été plutôt du côté du pouvoir génocidaire au Rwanda. Donc c'est important de continuer à parler de ce qui a été fait, de faire ce bilan pour parler du futur ensuite. Vous parlez du bilan, mais dans l'introduction, je disais que vous êtes militante pour la mémoire du génocide et surtout également militante contre l'idéologie génocidaire. Mais qui dit mémoire dit forcément aussi écriture, dit forcément documentaire ou documentation sur le génocide. Est-ce qu'aujourd'hui, 30 ans après, ça sera aussi un moment de jeter un coup d'œil en arrière ou de regarder dans le rétroviseur, de voir qu'est-ce qui a été produit pour les causes de la mémoire justement du génocide des Tutsis? Oui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons avoir un panel dans l'après-midi sur les écritures du génocide. Pareil, avec des exemples de personnes qui ont écrit à un moment où il n'était pas simple d'écrire, qui ont parlé à un moment où on ne voulait pas les entendre. Dans les quatre coins du monde, encore une fois, nous avons par exemple Yolande Mukagasana, qui est la première survivante à avoir écrit ses mémoires. Nous avons aussi des écrivains anglais, français, journalistes, romanciers, africains, parce que dans tous ces endroits-là, il y a eu des challenges propres pour parler du génocide contre les Tutsis. Il y a eu le négationnisme, mais il y a eu aussi l'incompréhension, le racisme, la méconnaissance plus particulière des histoires africaines. Tous ces auteurs-là ont fait face à ces challenges-là et les ont surmontés. Donc ils nous prouvent aujourd'hui que c'était possible, que c'est toujours possible. On doit revenir un tout petit peu en France où vous travaillez depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a eu même la pénalisation du négationnisme, du génocide perpétré contre les Tutsis? Est-ce que malgré qu'on ait une loi là-dessus, doit-on dire que de manière pratique, le négationnisme et même, là je vais avancer avec même l'idéologie génocidaire, ça ne cesse de croître, on ne cesse d'avoir des gens de part et d'autre qui continuent à prêcher l'idéologie génocidaire. Selon vous, quel doit être le prochain pas à effectuer? Déjà, on a la loi là-dessus du négationnisme, mais l'idéologie génocidaire quand même, ça se ressent. Que doit-on faire? Il faut toujours lutter, plus nombreux, et surtout ne jamais considérer que quelque chose est acquis. Quand il y a une avancée, souvent on a tendance à se dire « Ah, du coup c'est terminé, nous avons gagné, nous pouvons passer à autre chose ». Mais malheureusement, le négationnisme s'adapte et se réinvente toujours. Lorsqu'on parvient à écarter une personnalité négationniste très toxique, une nouvelle prend sa place.
ils sont organisés. Les plus anciens forment les nouveaux, les plus jeunes, et les propulsent devant les télévisions, les radios. Ils publient leurs livres, leur font publier des articles. Les réseaux sociaux aujourd'hui ? Les réseaux sociaux, évidemment, pour vraiment généraliser le discours. C'est pareil pour les partis politiques. Certains arrêtent d'être négationnistes parce qu'on a bien mené le combat pendant des années, et un nouveau parti politique va lui-même commencer à devenir négationniste. Donc c'est toujours un combat qui se décale, qui se métamorphose, et ça nécessite de nous d'être toujours plus nombreux, mais aussi proactifs. Penser avant que les problèmes arrivent au lieu de toujours réagir. C'est le prochain axe qu'on aura amélioré dans la lutte contre la négation. Voilà, peut-être pour terminer, il y a tout un travail qui a été abattu au cours de ces 30 ans, mais c'est également lorsqu'on atteint les 30 ans qu'on voit justement cette recrudescence de l'idéologie génocidaire, notamment dans la région. Est-ce que la communauté internationale, les gens que vous fréquentez, ont-ils conscience, par exemple, de l'idéologie génocidaire qu'on remarque dans la région, que ça peut avoir des répercussions comme celles que le Rwanda a connues, ou même pire? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils comprennent? Je pense qu'ils savent sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils ont l'idée qu'il y a toujours du négationnisme, du génocide contre les Tutsis, mais qu'ils ne font pas l'effort d'aller chercher jusqu'au bout quel est ce discours et qui le porte. Parce qu'aujourd'hui, on peut lire de manière très régulière le discours du double génocide, donc le fait de considérer que lorsque le Front patriotique rwandais a libéré le Rwanda, il a commis un autre génocide. C'est une théorie négationniste très néfaste. La théorie du double génocide. Oui, qui a été déconstruite par tous les experts historiens depuis 30 ans, mais malheureusement, toutes les semaines, tous les mois, nous avons des nouvelles personnes qui vont l'apporter de manière plus ou moins masquée, avec des histoires sensationnelles, fausses, mais parce qu'ils trouvent que ça fait vendre, ils se permettent de les publier tout de même. C'est notre principal challenge aujourd'hui. Et Jessica, vous travaillez, vous avez été membre de Ibuka, vous continuez de travailler justement pour la mémoire. La mémoire, c'est également la déclaration des Nations Unies après la Shoah, après 1945, notamment avec la fameuse phrase du Never Again ou du plus jamais. Est-ce que, Jessica, pensez-vous que le plus jamais est une réalité ou ça reste un slogan? Plus jamais, c'est un slogan, mais c'est aussi une fraude. C'est une fraude politique et idéologique. Parce que quand on prononce ces mots, on essaie de se présenter au monde comme quelqu'un de bien, de moralement acceptable, mais sans faire les actions qui empêchent les crimes de génocide et qui empêchent le négationnisme. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait des actions. Quand on pense à un génocide, quand on parle d'un génocide, c'est voilà, quel pardon, quelles excuses, quelle réparation, réparation en termes monétaires, réparation en termes politiques, en termes de justice. On attend plus de jugements, plus d'extradition de génocidaires. Ce sont ça vraiment les actes du plus jamais ça. Mais prononcer le plus jamais ça, faire des discours en pleurant lors des commémorations, si ce n'est pour qu'il n'y ait pas d'action derrière, ce n'est pas très utile. Et peut-être pour terminer également, qu'est-ce que vous, organisateurs, les militants, toutes les personnes qui travaillent sans relâche depuis 30 ans maintenant pour justement la justice et également la mémoire de ce génocide des Tutsis, qu'est-ce que vous escomptez au sortir de cette conférence internationale? De la solidarité réelle, une prise de conscience de la part des plus jeunes, de la part... Solidarité réelle, oui. Elle n'a pas été réelle selon vous, cette solidarité internationale? Elle a été résiduelle. Il y a eu quelques personnes qui se sont levées, qui ont agi. Ce qu'on attend maintenant, c'est que ces personnes-là inspirent beaucoup d'autres personnes, beaucoup plus de personnes pour écrire, que ce soit les journalistes, les auteurs, les artistes, les juristes, les membres des organisations humanitaires. Il y a des actions à faire et celles-ci doivent être complètes, c'est-à-dire qu'une organisation humanitaire doit arriver dans le respect et ne pas dire le négationnisme c'est mal, mais de l'autre côté, on va vous dire comment gérer votre pays. C'est vraiment un respect total et global que nous attendons 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis. Et vous ne partirez pas peut-être sans nous donner un aperçu du programme de la journée du 5? Bien sûr. Donc nous allons commencer par le panel sur la justice. Dans la matinée? Dans la matinée.
Au milieu de la journée, nous aurons un book launch du livre du collectif de La Vega, très important livre qui s'appelle « Entendez-nous ». Les autrices vont nous expliquer comment elles sont arrivées à cet ouvrage collectif et quelle est aussi leur expérience depuis 30 ans en tant que veuve du génocide perpétré contre les Tutsis. Entendez-nous, c'est un vrai cri du cœur, donc nous avons hâte de nous asseoir et de les écouter. Dans l'après-midi, nous aurons le panel sur les écritures du génocide. À rappeler que cette conférence internationale va se tenir à l'Arena de Kigali en date du 5, c'est-à-dire ce vendredi 5 avril 2024. Toujours au même chapitre, au moment où le Rwanda s'apprête à commémorer pour la 30e fois le génocide commis contre les Tutsis, l'association des rescapés du génocide Ibuka se félicite de l'appui continu du gouvernement du Rwanda qui a permis aux rescapés d'être résilients, même s'ils restent confrontés à certains défis à ce jour. L'association des rescapés regrette tout de même que 30 ans après, la communauté internationale n'ait rien fait dans le cadre de la réparation envers les rescapés, comme le déclare ici le président de Ibuka, le docteur Philbert Gakwenzire. Depuis ces 30 ans, la justice a été rendue aux victimes et aux survivants du génocide commis contre les Tutsis, mais chaque fois, il y a une question de réparation qui a été mise à côté, notamment par le tribunal international pour le Rwanda. Et de notre côté, comme représentants des survivants, nous pensons que c'est une question qui doit revenir sur la table pour être discutée. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres complexités qu'il faut bien analyser. De notre côté, je crois que ça ne serait pas des réparations qui seraient octroyées à des individus, mais plutôt qu'il y ait une solidarité internationale, trouver des fonds pour combattre ce problème de négationnisme qui prolifère un peu partout dans le monde, pour soutenir les associations de survivants du génocide qui travaillent sur les moyens de bord, mais même pour l'entretien des lieux comme les sites du génocide et des mémoriaux, qui doivent être vus comme des endroits d'échange entre citoyens pour la reconstruction du pays, mais aussi pour l'humanité tout entière. Le docteur Gakwenzire Philbert, président de Ibuka. Changeons de chapitre à présent pour parler des experts dans le domaine des énergies renouvelables en combustible propre et non polluants, qui déplorent le gap observé à ce jour dans le partenariat entre le secteur privé et les institutions universitaires en matière d'énergie renouvelable, alors que ce secteur reste un des secteurs à propos duquel l'on entend beaucoup de solutions durables, comme nous les explique ici notre confrère Kassim Youssouf. Le recensement général de la population et de l'habitat de 2022 a révélé que ceux qui se servent du bois comme combustible sont à hauteur de 76,1%, dont 36,5% utilisent des brasseros écologiques pour l'économie de combustible. Sur 75,9% des ménages ayant accès à l'électricité, 21,9% se servent de l'énergie solaire. Pour avoir des combustibles écologiques propres, le Rwanda a comme objectif d'avoir réduit les combustibles en bois et en charbon de bois passant de 80% tel que c'était en 2017 jusqu'à 42% pas plus tard que le mois de juin cette année et à 20% d'ici 2030. Certains étudiants de l'Université du Rwanda sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions de combustibles écologiques propres et à bas prix. C'est à l'intérieur de ce brasero qu'on place des briquettes ou des palettes. Nous avons donc trouvé des solutions au problème des déchets et de combustible qui étaient trop chers. C'est à partir de la capacité intrinsèque du bois par laquelle nous procédons à la carbonisation pour avoir le gaz que contient le bois et que nous plaçons dans notre conteneur pour la cuisson.
La direction générale de l'Association des acteurs du secteur privé dans le domaine de l'énergie indique qu'un écart est observé entre les institutions universitaires et le secteur privé en matière d'énergie renouvelable et de combustibles écologiques propres. Nous observons des écarts dans différents endroits, notamment dans l'enseignement ou dans le contenu ou le curriculum, et l'on entend souvent le secteur privé dire que les étudiants qui se présentent au marché de l'emploi ne sont pas compétents ou que leur rendement ne correspond pas aux attentes. La question qui se pose est de savoir comment concilier les deux, parce qu'il y a la volonté académique, donc comment concilier le secteur privé et les institutions universitaires pour éliminer cet écart. Les entrepreneurs dans le secteur de l'énergie et des combustibles écologiques propres ont rencontré mercredi des chercheurs, des professeurs et étudiants des institutions d'enseignement supérieur et universitaires au Rwanda pour discuter des problèmes qu'on observe dans ce secteur. Le directeur du Collège des sciences et technologies, Dr Ignace Gatare, indique que le partenariat entre ces deux institutions va donner des solutions durables. Pour savoir ce dont on a besoin pour que notre enseignement et les recherches que nous effectuons puissent se conformer aux besoins du marché, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour discuter et examiner ensemble comment les cours que nous dispensons pourraient fournir des solutions concrètes aux problèmes observés au marché de l'emploi ou dans les usines et partout ailleurs où l'énergie est utilisée. L'on compte au niveau mondial environ 3 milliards de personnes qui se servent du bois et du charbon comme combustible, et le secteur de l'énergie seul est le principal émetteur des gaz polluants à hauteur de 60%. Environ 1 milliard de personnes en Afrique ne disposent pas de moyens propres pour la cuisson et 4 millions d'habitants de ce continent perdent la vie chaque année suite aux maladies pulmonaires causées par l'inhalation de la fumée du bois et du charbon. Voilà tout pour cette édition, la grande édition en langue française. Merci à vous toutes et tous pour nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, les équipes conduites par Janvier Mourenzi Karangwa. En mon nom propre, Edis Abiti, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement. Mais en attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise.